Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. La semaine dernière, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé un conseil de ministres dans lequel, et entre autres décisions, la politique actionnariale de l'État a été arrêtée, en plus d'être précisée et même reprécisée. Cela n'est pas la première fois que le souverain évoque ce sujet des participations de l'État dans les grandes entreprises publiques et stratégiques. Déjà en 2020, et par deux fois, dans le discours du trône et dans celui de l'ouverture du Parlement, Sa Majesté avait appelé à rationaliser, assainir, encadrer, normaliser et lancer, voire relancer le pôle des établissements et entreprises publiques. Plusieurs fonds existaient ou ont été créés à cette fin. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi le 29 juillet 2020. Une réforme profonde du secteur public doit être lancée avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publiques, garantir une complémentarité et une cohérence optimale entre leurs missions respectives et, in fine, rehausser leur efficience économique et sociale. Fin de citation. Et la semaine dernière, donc, lors du dernier Conseil de ministres, le roi Mohammed VI a lancé une véritable politique actionnariale de l'État, articulée autour de 7 orientations stratégiques, dont la consolidation de la souveraineté nationale, l'intégration continentale et internationale, la dynamisation de l'investissement privé, la responsabilité dans la gestion des ressources. Et à fin septembre 2020, le portefeuille public était composé de 225 établissements publics opérant dans des secteurs variés et de 43 sociétés anonymes relevant directement du Trésor. Les établissements publics et entreprises publiques commerciaux ont représenté 26,5% du portefeuille, 26,5% du portefeuille, totalisant 71 entités et ont détenu 98% des filiales et participations publiques. On saisit donc mieux avec ça l'importance de ce secteur des EEP au Maroc. Alors qu'est-ce que donc ces établissements et entreprises publiques? Que signifie une politique actionnariale de l'État et quels sont les dysfonctionnements structurels évoqués par Sa Majesté? Et enfin, à quoi nous attendre à l'avenir? Autant de questions et d'autres certainement auxquelles nous répondrons avec nos invités. Mostafa Sahimi, vous êtes professeur de droit et avocat. Merci d'être avec nous. Brahim Rachidi, vous êtes avocat et aussi économiste. Merci d'être avec nous. Nabil Adel, en direct de Casablanca. Vous êtes enseignant-chercheur en économie et en géopolitique à l'ESCA. Merci à vous trois d'être avec nous. Alors, ADM, ANP, TMSA, Marsa Maroc, Mazen, ONE, ONCF, ONDA, RAM, OCP et bien d'autres sigles connus et même très connus dans le royaume, tous des EEP, tous importants, tous stratégiques. Je commence par vous, Mostafa Sahimi. Définition, c'est quoi les EEP et la politique actionnariale de l'État? Ce sont deux concepts éminemment techniques. Si vous pouvez les vulgariser, ce serait bien. Vous me permettez d'abord une observation d'ordre historique. Ça fait plus de 4 décennies et demie que la question de la réforme du secteur public est à l'ordre du jour. Je fais référence à la mission qui avait été confiée à Sead Latif Jouari, 1979, pour faire un rapport sur la situation du secteur public. Il y avait une grande étude qui avait été faite, etc., sans beaucoup de suite. Je note aussi, pour l'histoire, que depuis le cabinet d'alternance, il y a eu 5 gouvernements qui se sont succédés, c'est le 6e. Enfin, il y a maintenant cette question qui est à l'ordre du jour. Et donc, on a le sentiment qu'il y a un discours qui a prévalu sur la réforme du secteur public, mais qui n'a pas eu beaucoup de traduction concrète. Maintenant, pour ce qui est du secteur public, il y a l'État. Il y a l'État comme institution centrale, c'est l'institution des institutions. Et à côté de ça, il y a le secteur public. Ce secteur public se décline suivant plusieurs modalités, plusieurs registres. Il y a d'abord l'administration, évidemment. L'administration centrale régie par un certain nombre de règles, de droit administratif en particulier. Et à côté de ça, deuxième catégorie, c'est les établissements publics. Les établissements publics qui sont des instruments de mise en œuvre des politiques publiques décidées par le gouvernement. Et puis troisième catégorie, les entreprises publiques, qui sont un autre complément qui interviennent dans des différents secteurs. Et c'est là qu'il y a une nuance, c'est-à-dire que là qu'intervient précisément l'actionnariat de l'État, qui peut être majoritaire, minoritaire, etc. Voilà en gros le schéma. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Je note que ça fait 4 ans, pratiquement 4 ans, que le souverain a donné des orientations pour la réforme du secteur public. C'était dans le discours du trône du 29 juillet 2020. Ça a été repris une deuxième fois dans le discours royal au Parlement le 9 octobre 2020, puis une troisième fois, 4 jours après, à l'occasion d'un Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il y a là une ferme volonté royale
de réaménager ce secteur, d'y apporter les réformes appropriées. Je note, pour finir, que ça traîne, malgré tout, malgré les injonctions royales, les orientations, les rappels à l'ordre, les coups de sifflet, etc. Ça traîne, c'est-à-dire que nous sommes maintenant en juin 2024, il y a encore des lenteurs sur lesquelles je vais revenir peut-être tout à l'heure. Brahim Rachidi, même question, EEP et politique actionnariale. Moi, je pense que ce qu'a dit le professeur Sahimi est important. Et je constate que la volonté royale est vraiment très claire pour ressusciter le rôle économique des entreprises publiques dans la régulation de l'activité économique. Comme cela a été dit, depuis 2020, discours du trône de 2020, Sa Majesté le Roi avait constaté que le secteur public doit être réformé pour mettre fin à tous les dysfonctionnements que connaissait ce secteur, parce que la régulation de l'activité économique par le biais des entreprises et des établissements publics doit tout d'abord se faire sur le plan national et jouer un rôle sur le plan national et international. Et c'est la nouvelle mission confiée par Sa Majesté aux entreprises et aux établissements publics tels que ce que vous avez relaté, cette stratégie développé le 1er juin lors du dernier Conseil de ministres. Et en ce qui concerne la définition, les entreprises publiques sont celles dont le capital est détenu essentiellement en majorité par l'État et les collectivités locales. Par contre, les établissements publics ont une activité administrative qui n'est ni commerciale ni industrielle, qui est d'intérêt général. Et là, ils remplissent en tant qu'organisme, ces établissements publics, une mission d'intérêt général qui produit non seulement pas des actes administratifs, mais des services. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un établissement public qu'on va dire qu'il y a une fatalité pour qu'il soit déficitaire. Aujourd'hui, la conservation foncière, la NFCC, contribue largement au financement du budget de l'État en rendant des services avec célérité et en utilisant des moyens informatiques adéquats. Donc, je pense que le discours de Sa Majesté de 2020 était très clair. Malheureusement, le gouvernement, depuis 2020, n'a pas suivi. C'est pour cela que Sa Majesté le Roi a ressuscité cette question. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, c'est Aziz, dans les années 80, on avait les politiques d'ajustement structurel. Et on commençait à privatiser tout. Il est vrai qu'à l'époque, l'État avait un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas de son ressort. L'État est régalien, mais il s'est avéré que l'État joue un rôle fondamental en matière d'investissement structurant, tels que Tangemed, tels que l'autoroute, les ports, etc. L'ONE, etc. On reviendra sur les détails justement sur cette question de déficit chronique ou pas chronique, fatalité ou pas fatalité. À vous, Nabil Adel, donc toujours la même question, la définition pour vous et la politique actionnariale de l'État. Je pense que mes collègues ont donné la définition juridique, donc moi je vais compléter par la définition économique. La définition économique, c'est que de tout temps, l'État a des fonctions régaliennes, notamment de battre monnaie, lever des impôts pour assurer la défense du territoire et la sécurité interne et la justice. Avec la révolution industrielle et le développement de la pensée économique, on est passé au rôle de l'État acteur dans la vie économique, où l'État, par l'investissement public, contribue à augmenter la production nationale. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, ou très peu, avant Keynes. Keynes est venu pour dire non, l'État peut avoir un rôle dans la production nationale quand le marché n'arrive pas à atteindre l'équilibre. Donc l'État peut intervenir via le levier de l'investissement public pour ramener la production à une situation optimale et puis se retirer. Alors tout le monde a eu la première partie, mais très peu ont eu la deuxième partie. C'est que même pour Keynes, qui est le chantre de l'interventionnisme public, il a dit que c'était momentané le temps que la production atteigne son potentiel. Donc l'État devait sortir de l'activité économique, surtout quand il s'agit de la sphère marchande de l'économie, c'est-à-dire là où l'État vend un bien ou un service pour lequel il fait payer un prix qui est plus ou moins le même prix que ce qu'on peut trouver sur le marché fait par un privé. Dans ce cas, l'État n'a pas une grande légitimité dans ce sens, puisque moi, en tant que citoyen, je veux qu'un État me protège, je ne veux pas qu'un État me fasse de la concurrence sur les marchés. Donc la politique actionnariale de l'État,
est venu de cette révolution keynésienne et on a dit maintenant l'État, en plus de ces fonctions régaliennes, peut avoir un rôle économique. Et donc ce rôle économique, c'est en augmentant les impôts, au lieu de ne faire que les fonctions régaliennes, donc il va investir comme s'il était un privé. Et donc générer de l'activité économique, de la production comme si c'était un privé. Donc, et la politique actionnariale de l'État vient de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État devient un acteur économique au même titre qu'une entreprise privée ou qu'un ménage, c'est-à-dire qu'il intervient dans la sphère de production. Or, son rôle traditionnel n'est pas d'intervenir dans la sphère de production. L'État prélève de la richesse produite par d'autres acteurs pour investir, pour assurer des fonctions régaliennes. Donc, c'est de là qu'est venu le rôle de l'État actionnaire. Et donc, c'est devenu, dans beaucoup de pays qui sont de tradition, on va dire, jacobine, l'État intervient de plus en plus dans l'économie avec les résultats qu'on connaît et sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Alors, Mostafa Shahimi, je reprends donc une autre question pour vous. Je commence par vous. Pour vous trois, je commence par vous. Donc, les établissements et entreprises publiques, c'est des chiffres, ça. Vous êtes juriste, mais je vais vous donner quand même des chiffres. C'est 152 milliards de dirhams d'investissement en 2024, c'est à peu près 45% de l'enveloppe globale, mais c'est aussi, et en 2018, 2019, et pour les seuls 10 premiers EEP, donc on va entendre souvent EEP, établissements et entreprises publiques, c'est donc pour les 10 premiers une dette financière totale de plus de 200 milliards, soit à peu près le 5e du PIB du pays. Alors, on parle d'investissement, mais il y a aussi la question de l'endettement. Est-ce que c'est véritablement un levier, un booster d'investissement public à travers l'entreprise, donc ça devient quelque part semi-privé ou semi-public, ou alors c'est tout simplement une dette qui est masquée? Sur la dette, je vais y revenir. D'un point de vue juridique surtout. Oui, sur la dette, je vais y revenir, mais au préalable, peut-être une observation, c'est ce qui a été dit par mon collègue. Il y a eu une vague, dans les années 80-90, une vague de libéralisation, une vague libérale dans le monde. Donc avec réduction du champ de l'intervention étatique. Nous sommes aujourd'hui dans une autre séquence historique, me semble-t-il, le retour de l'État. Le retour de l'État, parce que la preuve a été faite... Ah oui, le retour de l'État, du fait qu'il y a un certain nombre de leviers économiques qui doivent être pris en main par l'État parce que le secteur privé ne fait pas l'affaire. Le secteur privé ayant d'autres considérations mercantiles, de profit, etc. Et donc, il faut qu'il y ait une régulation. Autre chose aussi, pour ce qui est du patrimoine public de l'État, il faut aller dans les détails peut-être. Il y a un portefeuille qui couvre 227 établissements publics. Il y a un portefeuille auquel il faut ajouter 44 sociétés anonymes où l'État a une participation directe du Trésor. Des dizaines d'autres où il y a une participation directe du Trésor. Et puis, notamment, j'ai le chiffre, c'est 502. Il y a 502 entreprises publiques où l'État a une participation directe par le Trésor. En allant plus loin, sur ce lot... ce grand lot, il y a 7% des entreprises qui sont stratégiques, qui sont connues. C'est des grands groupes que nous connaissons, etc. J'en ai cité une partie. Oui, vous l'avez cité, les grands groupes, il y en a d'autres, etc. Alors, ce qui est intéressant de relever peut-être, c'est est-ce que ce secteur public est rentable ou pas? Question simple, question d'épicier, si je puis dire. Ben, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Moi, j'ai les chiffres de la loi de finances 2024. Il y a un certain nombre d'indications intéressantes. C'est-à-dire que ça coûte à l'État à peu près 40 milliards de dirhams et ça ne rapporte que 15 milliards. Les profits, monopoles, tout ça, c'est 15 milliards de dirhams. C'est-à-dire que nous avons affaire à un mammouth qui n'est pas rentable, qui coûte de l'argent contribuable, d'où la nécessité de revoir l'articulation de ce portefeuille public. Et c'est intéressant de rappeler les orientations royales. Ça a été étudié en Conseil ça fait l'objet d'un communiqué en Conseil des ministres. Je vais y venir, si vous permettez, parce que ça va avec mon développement. Ce sont des axes stratégiques.
Axe stratégique qui relève du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi. C'est le texte constitutionnel qui dit qu'il s'agit d'axes stratégiques, comme d'ailleurs pour ce qui est de la loi de finances, le projet final de la loi de finances n'est pas présenté en Conseil des ministres, ce sont les axes stratégiques, les orientations. Et c'est important qu'il y ait une doctrine royale qui soit de nouveau réaffirmée, qui s'articule autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier, c'est que c'est un levier de développement, comme ça a été dit par mes collègues. C'est aussi un moteur d'intégration locale, territoriale, mais aussi continentale. C'est également la possibilité de dynamiser le secteur privé, mais là, c'est un autre débat, parce que les rapports partenariat public-privé sont encore incertains et pas définis. C'est aussi la volonté de promouvoir une économie compétitive. C'est aussi l'équité territoriale pour que les régions et les territoires profitent de cela. Et puis d'autres choses aussi, c'est une gestion responsable. Et enfin, une gouvernance sur la base de performance. Donc nous en sommes là face à un secteur qui est budgétivore. Il coûte 3 fois plus qu'il ne rapporte, etc. Et la difficulté, c'est comment réarticuler ce portefeuille-là pour qu'il s'inscrive dans une optique d'efficience et d'allocation optimale des ressources publiques. Alors, voilà la question qui est précisée par Mostafa Shahimi pour vous, Brahim Rachidi. Est-ce que c'est véritablement un levier, un vecteur d'investissement, ou alors, je reprends la question, est-ce que quand on prend la dette, l'endettement public, on dit, bon, bah, la partie budget, dette intérieure, dette extérieure, mais il y a aussi les entreprises, les EEP. Il faut démasquer un petit peu, il faut démystifier un certain nombre d'amalgames. Nous sommes là pour ça, allons-y. Tout d'abord, moi je pense que l'État intervient là où le privé est défaillant. Et dans les pays en développement, c'est l'État qui a permis de construire, d'investir les infrastructures structurantes parce que le privé ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas rentables. Ils n'ont pas une rentabilité immédiate. Deuxième remarque à faire, c'est que le secteur public, globalement, n'est pas déficitaire. Mon ami, le professeur Shahimi, a dit qu'il n'est pas rentable. Il faut faire le distinguo entre les établissements publics et les entreprises publiques. J'ai dit et je redis. La charge est la même pour le Trésor. Non, attendez, j'en arrive. J'en arrive, cher ami. Il doit avoir ses raisons de dire ça. Oui. Tout d'abord, la dette, quand on s'endette pour investir, il n'y a aucun problème. Mais quand on s'endette pour dépenser, pour les frais de fonctionnement, ce qui se passe dans les communes, par exemple, avec un parc auto qui est inutile, avec un certain nombre... En moyenne, dans les budgets de certaines communes, notamment Casablanca, 70% du budget de Casablanca va au fonctionnement. Ça, c'est anormal. Et ce n'est pas parce que c'est des établissements publics sont là qu'ils vont être déficitaires. Je vous donne des exemples. Les investissements, 60% des investissements publics sont le fait de 7 sociétés, 7 établissements. L'OCP, l'ONE, l'OMRAN, l'ONCF, le groupe CDG, le groupe TEMSA et... Autoroute du Maroc, certainement. L'autoroute du Maroc. Aucun privé ne peut réaliser l'autoroute du Maroc. Pourquoi ? Parce que l'autoroute du Maroc a des effets, un impact structurant sur diffus et indirect sur plusieurs activités. Tout à fait. D'où la nécessité de ne pas raisonner en termes d'économie marchande, rentabilité immédiate. Les infrastructures de base nécessitent un investissement important, mais sont rentables à long terme. Et je vous donne l'exemple du tram à Casablanca et du bus à Casablanca aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Le tram a été inauguré par Sa Majesté le 12-12-12. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir les Marocains avec Wi-Fi, et une ponctualité extraordinaire. C'est plus propre que le tram de Paris, Casablanca. Et ça, le privé ne peut pas le faire. Bien sûr, la communauté supporte une partie du prix du tram et des bus, mais c'est tout à fait normal parce qu'on amène les gens dans leurs entreprises ou dans leurs bureaux, et c'est eux qui créent des valeurs, et c'est eux qui vont dynamiser le marché de l'emploi. C'est ça la nécessité de l'investissement public. Qu'on le veuille ou non, l'investissement public est nécessaire aujourd'hui et demain. Attention,
Ça ne veut pas dire qu'on doit marginaliser le privé. Au contraire, et dans la stratégie développée devant Sa Majesté, il a été dit que cette politique de placement, de portefeuille étatique va accompagner le privé pour réaliser, pour s'épanouir et pour se lancer dans un certain nombre de secteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas rentables pour le privé. Alors, Nabil Adel, le professeur Rachidi nous dit que il y a des choses qui ne peuvent pas, des gros investissements structurels qui ne peuvent pas être faits par le privé. Je ne suis pas personnellement tout à fait d'accord avec lui, mais j'aimerais vous entendre aussi sur ce sujet-là et sur ces... Je prends l'autoroute, par exemple. Est-ce que l'autoroute, quelqu'un peut faire une autoroute? Dans d'autres pays, on a fabriqué des champions une concession sur 99 ans. La concession, c'est pour la gestion. Qui sont... Concession c'est très pour rare. La construction aussi, pour la construction. Non, je ne parle même pas des États-Unis ou des pays. Je ne vous contredis pas, je vous dis très rare sont les entreprises qui ont eu à réaliser un investissement par concession. Alors on va entendre... Dans une concession parce que le privé est très frileux à travers le monde. Bien entendu, le capital, on connaît sa tare, on ne va pas la répéter à l'antenne. Nabil Adel, donc je vous répète ces chiffres-là, 152 milliards d'investissements en 2024, 45% de l'enveloppe totale d'investissement, et pour les 10 premiers EEP en 2018, une dette financière de 200 milliards. Donc je vous répète, je vous repose encore cette question, levier d'investissement ou disons, récipiendaire de dette publique indirecte. Le hasard de l'histoire fait des choses. En 1995, j'étais un jeune étudiant chez M. Rachidi et le sujet en matière histoire de la pensée économique, c'était l'intervention de l'État. C'était le rôle de l'État dans la pensée économique. Donc, c'est pour vous dire la coïncidence. Alors aujourd'hui, il y a une différence entre le raisonnement pur et le raisonnement pratique, empirique. Effectivement, d'une manière pure, il y a des choses que le privé ne peut pas faire et que l'État est amené à faire, notamment tout ce qui a vocation service public, c'est-à-dire enseignement, soins, des choses qu'on ne paye pas. Maintenant, quand on rentre dans la sphère marchande de l'économie, où l'État vend un service, il vend un service, il ne donne pas un service gratuit, comme c'est le cas de l'hôpital ou de la santé, donc là, il devient un opérateur économique quand même. Aujourd'hui, quand on dit que l'État, à travers l'investissement public, il y a des externalités positives qui font qu'on va générer de la croissance, de l'emploi et tout ça. Ça, c'est en théorie. Mais quand on observe les chiffres au Maroc, l'investissement public est passé de 20% du PIB à 33% du PIB, alors que la croissance est restée dépendante de l'agriculture. Donc, nous avons un cas empirique, réel, tant et si bien que le Maroc a l'un des niveaux d'investissement les plus élevés et l'un des niveaux de croissance les plus faibles. C'est que notre croissance est très consommatrice de capital et vu que nous avons l'un des niveaux de productivité les plus faibles au monde, nous sommes classés le 102e pays sur 180 pays et donc nous avons le dernier niveau de productivité du Maghreb, ce qui fait que tout ce que nous mettons comme investissement, que ce soit public ou privé, nous en récoltons très peu en matière de croissance économique. Et je rappelle, quand on parle de déficit, comme disait Milton Friedman, il n'y a pas de repas gratuit. Quand vous prenez un ticket de tram, et nous sommes tous contents que les Casablancais puissent bénéficier du tram, mais quand vous prenez un ticket du tram à 7 dirhams, alors que son courrier est de 12, la différence, vous la trouvez dans la dette. C'est mécanique. Donc, au lieu que ce soit l'usager qui paye la différence, c'est le contribuable qui va payer la différence. Mais on ne fait pas disparaître le déficit comme ça, par magie. Non, on déplace le déficit d'un poste comptable à un autre poste comptable. Au lieu qu'on le retrouve dans le chiffre d'affaires, on le retrouve dans le résultat net un déficit et la dette, c'est la somme des déficits. Donc aujourd'hui, ce que font les EEP, et c'est ça ce qu'on leur reproche et ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est qu'au lieu de commencer par mettre de l'ordre dans le portefeuille qu'il a actuellement et dans le sens de la vision royale, c'est-à-dire commencer par assainir, donner de bons exemples en matière de gouvernance, c'est-à-dire maintenant, à la lumière de l'expérience que nous avons effectuée d'assainissement de ce portefeuille, on peut se projeter dans la nouvelle vision actionnariale de l'État, partant de ce que nous avons déjà réalisé comme succès. Or, aujourd'hui, nous avons des gouffres financiers dans beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, quand on prend les entreprises publiques excédentaires, si on enlève une ou deux, l'OCP et une autre, toutes les autres sont dans soit des niveaux de déficit, de bénéfices très faibles, soit carrément déficitaires. Aujourd'hui, le taux de rentabilité des fonds propres des entreprises publiques est de 0,1%.
Je ne parle pas d'entreprises qui ont vocation... Est-ce qu'il n'est pas normal que Autoroute du Maroc soit déficitaire, que l'ONI soit déficitaire, que l'ONCF avec les lignes à grande vitesse soit déficitaire? Ce sont des investissements qui sont colossaux, qui sont gigantesques et à qui il faut 20-30 ans pour l'amortissement. Est-ce que ce n'est pas normal non plus que ce soit déficitaire? Quand on est sur des gros projets d'infrastructure, naturellement, les premières années sont toujours déficitaires. Mais le propre d'un bon gestionnaire public, c'est qu'il fixe aux contribuables un horizon de retour à la rentabilité. Et qu'ils disent, voilà, nous sommes en train, parce que finalement, c'est le contribuable qui paie. Ce n'est pas de l'argent gratuit. On ne fait pas disparaître le déficit comme ça. Ça se retrouve dans nos dettes et dans nos impôts futurs. Et donc, effectivement, on peut tolérer une période de déficit, mais que ces déficits soient dans les conditions du marché, c'est-à-dire que si l'entreprise privée devait faire le même investissement, elle aurait affiché les mêmes déficits. Souvent, ce n'est pas le cas. Nous avons des entreprises publiques qui sont souvent très inefficientes en matière de consommation des ressources, au-delà du déficit naturellement tolérable, et puis qu'on donne un horizon. Dire, voilà, aujourd'hui, nous avons un plan, mais à partir de telle date, nous allons revenir à l'équilibre. Et les managers publics qu'on recrute doivent être jugés à l'aune de leur capacité à ramener au déficit, à l'équilibre. Maintenant, vous avez pris des cas extrêmes, effectivement. Quand on est sur des gros projets d'infrastructure, on peut effectivement accepter une période de déficit, mais à condition d'avoir un horizon de retour au bénéfice. Mais quand nous sommes sur des secteurs qui sont, voilà, des banques publiques ou autres, qui ont un niveau de rentabilité très faible par rapport à leurs consorts dans le privé, comment expliquer ça? Et nous avons beaucoup de cas dans ce sens, c'est que nous avons des entreprises publiques qui n'ont pas le caractère stratégique, entre guillemets, qui ne font pas de projets de long terme et qui ont des résultats catastrophiques. Alors, et ces résultats, ce qui les paye, c'est le contribuable. Vous me servez la transition, justement. Mustafa Sahimi, vous voulez faire une remarque, apporter une observation? Pour prolonger ce qui a été dit par mes collègues, ce que je relève, c'est la lenteur de la capacité réformatrice. Il y a Alors, justement, attendez, je vous coupe, excusez-moi, Mustafa Sahimi. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez déjà commencé à y répondre, et je voudrais donc la poser aux autres. Avec ces problèmes-là de déficit, avec ces problèmes de gouvernance, si le souverain parle des questions de gouvernance, des questions de performance, si en 2020, il avait parlé d'une réforme, il avait appelé une réforme profonde du secteur public pour corriger les dysfonctionnements, qu'est-ce qui n'a pas marché sur les 30 dernières années? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même question pour vous. Je crois que chacun a une approche différente. Je ne vais pas si loin. Si vous le permettez, je voudrais m'attacher à la séquence ouverte par le discours Sa Majesté, les discours Sa Majesté de 2020, discours du trône, discours au Parlement et Conseil des ministres d'octobre 2020. Je crois que c'est une période intéressante, une séquence sur laquelle il nous faut travailler. Ce que je note, c'est que 4 ans après, il y a du retard à l'allumage. Pourquoi? Il y a une loi cadre qui a été votée en 2020. Une loi cadre qui doit se décliner en plusieurs textes législatifs. Il y a le détail. Il y a 4 projets de loi qui n'ont pas encore été finalisés. C'est ça les dossiers concrets. Le premier, c'est sur la réforme de la gouvernance. Alors, je lis comme vous les documents de la loi de finances 2024 et il y a un fascicule détaillé sur la situation donc, faite par la DEPP sur les prises de participation du secteur public, etc. Il y a 4 textes qui sont en cours, nous dit-on, c'est dans le texte. C'est quoi? C'est la réforme de la gouvernance, premier texte de loi. Deuxième texte sur le contrôle financier. Troisième texte sur le régime des privatisations. Le 4e texte sur la désignation d'administrateurs indépendants. Tout ça, si ce n'est pas fait, on ne peut pas avancer. J'ajoute un autre texte encore sur l'instance de liquidation. C'est quoi l'instance de liquidation? C'est-à-dire il y a un certain nombre d'entreprises publiques qui doivent être liquidées, qui n'ont plus de raison d'être. D'ailleurs, ça a commencé de manière marginale, mais ça ne va pas au-delà. À côté de cela, loi organique, donc. Ensuite, 4 ou 5 textes de loi qui sont dans le circuit, nous dit-on. Puis, il y a un certain nombre de décrets qui sont en instance, qui sont l'application des lois. Il y a 5 décrets qui sont encore en attente, notamment pour ce qui est de la contractualisation des rapports entre l'État,
les établissements publics et les entreprises publiques. Il faut définir un nouveau type de rapport. Il y a un autre texte sur l'évaluation du domaine public qui doit revenir aux entreprises publiques. J'ajoute encore que l'agence qui a été créée il y a 2 ans, le directeur général a été nommé en juillet 2022. Ça fait 2 ans. Bien, eh bien l'agence... 2023. 2022. Renaud, c'est pas en 2023 2022. Très bien. Il a été nommé le 22 juillet 2022, exactement, si vous le permettez. Alors, c'est intéressant, évidemment. Il fait un grand travail. Il a une expérience reconnue, crédible, etc. Mais il y a la machine qu'il faut faire tourner. Qu'est-ce qui manque ? Il manque la mise au point d'instruments de gestion de l'agence. Il manque également les modalités de contrôle, d'accompagnement. Vous savez, dans le contrôle de l'État et de son actionnariat, il y a plusieurs formes de contrôle. Il y a le contrôle externe, il y a le contrôle interne, les audits, etc. Mais il y a une autre catégorie de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle d'accompagnement. C'est intéressant, d'accompagnement, il est là pour le suivi, donc, et ça intéresse quoi? Ça intéresse 8 établissements publics, notamment l'Office des aéroports, l'OMPIC, l'ONP, etc. Il manque également un texte sur la synergie à laquelle font référence les orientations royales, synergie entre le public et le privé. Il y a aussi un autre texte qui est manquant, c'est la contractualisation des rapports entre l'État, par exemple, et les entreprises publiques. Alors, l'État a trouvé une solution médiane pour répondre à la question de mon collègue, c'est au lieu d'objectifs précis sur le moyen et le long terme, etc., il y a la formule des contrats-programmes qui a été retenue. Contrat-programme, c'est valable pour l'ONCF, c'est valable pour la RAM, c'est valable également pour l'Office national de l'électricité. Il manque encore également pour cette agence-là des textes et des protocoles sur la normalisation comptable. Il manque également un texte sur le code de bonne conduite. Donc voilà un dispositif qui est en place, mais qui ne dispose pas encore des moyens d'optimisation de son rôle pour ce qui est d'une révision de l'actionnariat public dans une optique d'efficience. Ça, c'est le point de vue juridique, l'angle juridique. Brahim Rachidi, encore une fois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce que dit Mostafa Sahimi, c'est que bon, c'est pas la faute, entre guillemets, si on devait s'exprimer ainsi, des EEP en eux-mêmes, mais c'est le gouvernement ou le Parlement qui n'ont pas fait leur travail. Très bien. Mais prenons l'exemple de OCP. En 2006, donc, il y a toute une politique qui a été faite, voilà une vision qui a été faite, une décision qui a été prise, une action qui a été lancée, et les résultats sont là. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui tiennent à la gouvernance dans les autres EEP qui sont déficitaires, qui tient à une vision, qui tient à une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance ou autre chose? Tout d'abord, je tiens à vous préciser que le fait qu'il n'y ait pas de texte juridique ne dispense pas les responsables d'avoir une bonne gouvernance efficiente, correcte et contrôlée. Je vous donne, par exemple, le texte du 21, c'est la loi cadre dont a parlé le professeur Sahimi, et la loi 82-20 qui a créé la NGSPE, l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État. C'est en 2020. Et de suivi des performances des EEP, c'est important. 4 ans après que l'on commence à avoir la stratégie. La stratégie. Bon, je ne veux pas dire qui est responsable de tout cela. C'est le gouvernement actuel ou celui qui était avant. Là n'est pas le problème. Je voudrais préciser un problème théorique très important. Toujours, les établissements publics offrent des services sociaux. Leur prix, ce n'est pas le prix, c'est un tarif. C'est déterminé par l'État, parce que le transport, l'électricité, on ne peut pas faire jouer la loi de l'offre et de la demande parce que ça va paralyser l'activité économique du pays. Les prix étant très élevés, aucune activité ne va être rentable, d'autant plus que nous sommes dans une économie ouverte où la compétitivité joue un rôle fondamental. Et le pouvoir d'achat des citoyens. Le pouvoir d'achat des citoyens, important. Regardez ce qui se passe pour le gaz. Les bouteilles de gaz. Depuis très longtemps, on n'a pas augmenté les prix. On a augmenté de 10 dirhams pour cette année. 10 dirhams, ça va revenir jusqu'à 2026. Le 2,50, ça va être 80 dirhams. L'État va encore supporter 30 à 40 dirhams par bouteille de butane. Le problème n'est pas l'augmentation. Le problème, c'est de contrôler le poids de la butane. Et il a été prouvé que les 12 kilos, vous avez la Tara, 12 kilos, mais très rarement, on a 12 kilos de butane dans les 11
11-10, etc. Donc c'est un problème de contrôle de gestion. Là, on est carrément dans le pénal. Là, on est dans le pénal. Que Sa Majesté a insisté sur l'efficience de la gouvernance des entreprises publiques et privées. Vous me posez le problème des investissements de l'OCP. Moi, sincèrement, je peux vous dire que cette diversification, je n'arrive pas à la suivre. L'OCP, les phosphates jouent un rôle fondamental dans l'économie du pays. Ça fait l'objet de mon diplôme d'études supérieures dans le temps à l'Université de Paris 1 Sorbonne sur l'impact des phosphates sur le développement économique. Mais aujourd'hui, on constate que cette diversification touche plusieurs secteurs. Est-ce qu'une société étatique peut brasser plusieurs secteurs en même temps ? Ça, c'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse. Les investissements, il faut qu'il y ait le contrôle de la gouvernance. Il faut qu'il y ait vraiment une stratégie claire, adoptée pour les participations de l'État. L'État a un portefeuille d'actions. Il n'est pas dit que ces actions doivent être placées d'une manière déficitaire. Au contraire, on doit les placer avec une diversification, la théorie de diversification des portefeuilles, pour que le secteur public, les entreprises publiques, tirent le meilleur profit de leur participation. Nabil Adel, quand on préparait l'émission, on avait parlé de ça, de qu'est-ce qui n'avait pas marché. Je sais que vous êtes aussi intarissable, qu'inépuisable, qu'incollable sur ça. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi, justement, on a refait toute cette architecture institutionnelle et aussi, d'une certaine manière, managériale ? Non, en fait, le problème, c'est le péché originel que portent les EEP dans leur constitution. Vous savez, comme vous savez, ce qui pousse à la performance, c'est la peur de la faillite et l'appât du gain. C'est ce qui pousse un entrepreneur à se réveiller à 5 heures du matin pour aller courir derrière les marchés, pour améliorer la qualité de ses produits, parce qu'il a peur de la faillite et il veut gagner de l'argent. L'État n'a pas ces deux contraintes. Il n'a ni la peur de la faillite, parce qu'on ne peut pas mettre en faillite l'État. Ça, par contre, c'est un problème, Nabil Adel. C'est un grand problème si un partenaire privé d'une entreprise publique sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui a des dérogations au régime de droit commun, ça pose un problème. Donc ça, c'est le premier péché. C'est-à-dire que finalement, ceux qui gèrent l'entreprise publique n'ont pas peur de la faillite. Et donc ça, la peur de la faillite est un grand élément motivant dans la trajectoire d'entrepreneur. Et le deuxième élément, c'est qu'ils n'ont pas l'appât du gain. Voilà, c'est même quand une entreprise publique gagne de l'argent, ça remonte à l'État. Donc, il n'y a pas un actionnaire qui va veiller à ce que ça ne va pas enrichir personnellement un actionnaire qui va lui veiller au grain pour que ça donne de la performance. Donc, combinant ces deux éléments, vous avez des patrons d'entreprises publiques qui, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas ces deux soucis, ils n'ont pas ces deux ampoules qui s'allument. Et donc, ils vont gérer du mieux qu'ils peuvent, mais sans trop de stress non plus. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le cas de l'OCP sur le professeur Rajdi a cité, l'OCP, quand on voit la courbe de ses profits, elle est liée à la courbe des cours du phosphate au niveau international. Naturellement, on ne peut pas nier le travail qui a été fait, mais globalement, l'OCP est excédentaire quand les prix du phosphate augmentent et les déficitaires ou les sérotonines sont en recul quand les prix du phosphate baissent. Donc là aussi, nous sommes sur un cas qu'il faut étudier avec beaucoup d'attention. L'idée, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que si on veut avoir un État actionnaire dont le portefeuille se comporte plus ou moins normalement, il faut qu'il impose à ses managers publics ces deux contraintes. Il ne peut pas, parce que vous avez un code de la fonction publique, vous avez un code des marchés publics, vous avez une armada de textes de loi qui sortent les entreprises publiques de la sphère de fonctionnement normale du marché. Et donc les protègent en quelque sorte, mais en même temps les handicapent. Et donc, dans ce cas, il faut repenser la philosophie même de l'intervention de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intervention de l'État dans l'économie, et encore une fois, sous réserve des secteurs d'infrastructure qui sont effectivement nécessaires, qui demandent un travail à long terme, les autres secteurs où l'État n'a pas à rester, quelle est sa vocation ? C'est la question philosophique. Avant de se poser des questions sur le rôle de l'actionnariat, de l'État, je pense qu'on va parler de la nouvelle vision, mais aujourd'hui, quand vous avez une vision où vous avez 7 ou 8 objectifs à atteindre en même temps,
vous savez quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas atteindre cet objectif. C'est-à-dire, le manager public, quand il va recevoir une demande d'investissement, il doit la passer au filtre de 7 critères. Est-ce que ça a l'influence internationale, le secteur privé, le développement territorial, la bonne gouvernance? Donc, il y a beaucoup d'objectifs qui font qu'in fine, vous savez, quand on met en place une stratégie, on vous dit quand il y a des objectifs qui ne sont pas clairs, c'est-à-dire smart, on ne peut pas mesurer. Quand on ne peut pas mesurer, on ne peut pas piloter. Donc, c'est là où il y a le problème. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter de la nouvelle vision et sur ça, on va revenir sur ce qu'il faut faire pour que l'État soit enfin de cet endroit. On va condenser tout ça parce qu'il reste exactement 10 minutes, mais un commentaire, Mostafa Srimi. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit par mes 2 distingués collègues sur le groupe OCP. C'est un groupe dont j'ai suivi l'évolution depuis 2 décennies pour des raisons professionnelles. Et c'est intéressant de relever ceci. Premièrement, on ne peut pas réduire l'action du groupe OCP au cours des engrais sur le marché international. Il y a autre chose dans le groupe OCP. Le groupe OCP a monté un écosystème autour de lui, bénéficiant à des centaines d'entreprises qui sont là donc dans cet écosystème et qui participent aux différentes activités de production, de commercialisation de ce groupe. Le groupe OCP, c'est un vecteur de modernisation d'un certain nombre de techniques culturelles, notamment avec des engrais azotés sophistiqués adaptés aux différentes terres et à la carte. L'OCP, c'est une politique de promotion de ressources humaines. C'est l'un des groupes qui assure le plus de mobilité, de perspectives de promotion à ces ressources humaines. L'OCP, le groupe OCP, c'est un instrument de notre diplomatie. Moi, j'ai parlé une fois dans un article de diplomatie des phosphates. Elle est réelle. C'est-à-dire que pour ce qui est de notre diplomatie continentale, la place de l'OCP est extrêmement importante et donc elle est en première ligne. Donc tout ça pour dire qu'il y a... Pour équilibrer un peu ce qui a été dit sur ce qui a été dit, la recherche avec autre chose aussi. Un mot, si vous permettez. Rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je voudrais que faire par la suite. Vous êtes en train de me prendre sur mon temps de parole. Ce que je veux dire, je trouve ce qu'a dit notre collègue sur les dirigeants d'entreprises publiques, je trouve ça un peu sévère. Nous connaissons tous les uns et les autres un certain nombre de grands profils dévoués, qui ont du leadership, qui ont mené des réformes et où il y a, je vais risquer le mot, il y a une sorte même de patriotisme d'entreprise qu'il faut relever. Je crois que c'était important. Très bien. Une précision, simplement une question. Je suis d'accord avec la vision de Sim Staff en ce qui concerne l'OCP. Simplement deux remarques. Rapidement, s'il vous plaît. Diversification de cette stratégie. Mais l'OCP a commencé à se désengager d'un certain nombre d'activités sociales. Par exemple, il a passé les hôpitaux à d'autres intervenants, c'est des délégations. Et autre chose, comment vous expliquez le fait que le prix des engrais soit aussi cher au Maroc alors que l'agriculture joue un rôle fondamental dans notre... Alors, on ne va pas rentrer dans la politique intérieure de l'OCP. Par équité, Nabil Adel, si vous avez une phrase à ajouter peut-être sur ça, par simple équité, ne nous passez pas les 30 secondes parce qu'il ne nous reste plus tellement de temps. Alors, à mon avis, ce qu'il faut faire en matière de politique actionnariale de l'État, c'est que l'État, à l'image de ce qui a été fait dans beaucoup de pays dans le monde, passe ce fonds souverain, mais qu'il investisse en tant que minoritaire dans des entreprises privées marocaines ou internationales, mais qu'il ne s'immisce pas dans la gestion. Il reste un rôle d'actionnaire minoritaire. Il fait fructifier l'argent public. Il y a d'autres instruments de la politique économique qui se chargent des infrastructures et de la dépense publique, mais que la nouvelle vision soit une vision d'influence où on rentre, on laisse les privés gérer, on a une participation minoritaire et qu'on veille à faire fructifier. Je vous avais tendu le micro, Nabil Adel, pour faire une réaction sur ce qui a été dit, parce que vous avez parlé d'OCP et les autres ont aussi parlé d'OCP. Mais finalement, vous avez répondu à la question qui n'a pas encore été posée sur que faire. Vous avez entendu passer ça. Merci d'avoir répondu à cette question. À vous. Que faire ? Que faire ? Rapidement. Quel est le schéma ? Nous avons un grand volontarisme royal pour réformer ce secteur. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est la tâche de ce gouvernement de décliner ses orientations stratégiques en politique publique. Troisième niveau, le gouvernement dispose d'un instrument. C'est l'agence spéciale qui a été créée à cet effet. Quatrième niveau,
en 2023, en avril 2023, le chef du gouvernement a constitué auprès de lui une instance de concertation pour le pilotage des opérations de restructuration. Mais tout ça doit être mis en œuvre, il faut accélérer le rythme. Dernier point, je vais lever un lièvre, il y a un gage de volontarisme réformateur qui a été évoqué par mon collègue et ami Sibrahim Rachidi, c'est le problème du parc automobile de l'État. Vous voulez donner des gages de sérieux et de crédibilité susceptibles d'accrocher l'intérêt des citoyens et leur motivation. Nous avons un parc automobile de 150 000 voitures. J'ai vérifié. Moi, j'ai le rapport de la Société nationale. C'est aussi bien les camions que les voitures automobiles, que les motos. 150 000 voitures. Vous savez quel est le coût financier pour le Trésor de ces 150 000 voitures? C'est 4 milliards de dirhams par an. Un tableau du benchmark, un tableau comparatif. Il y a en France, pays qui a 20 fois notre PIB, 70 000 voitures. Aux États-Unis, n'en parlons pas, il y a 10 000 voitures. Au Japon, il y a 5 000 voitures de fonction. Il n'y a qu'un seul pays qui nous dépasse, tenez-vous bien, vous ne serez pas surpris, c'est l'Italie qui a un parc auto de 200 000 voitures. Nous en sommes là. C'est ça la crédibilité d'une politique. C'est ça la crédibilité d'une politique d'efficience de l'allocation des ressources et de la gestion du trésor. Juste pour apporter un petit bémol, il semblerait que dans les pays que vous avez cités, il y a le parc de l'État et puis les parcs régionaux. En France, de la région, il y a les parcs des États. J'ai les statistiques pour ce qui est de l'État. De l'État, très bien. Moi, je pense que la vision royale est pertinente. La création de l'Agence nationale de gestion des participations de l'État est la réponse adéquate pour, tout d'abord, bien gérer le portefeuille de participation d'une manière efficace, transparente et compétitive. L'Agence assurera par la suite le déploiement de la participation actionnariale de l'État. Et c'est pour cela qu'on va donner une image fidèle sur l'actif et le passif des entreprises publiques et privées. Il faut faire des audits, il faut déterminer les responsabilités pour que les gens sachent qu'il y a un contrôle qui s'opère quand il s'agit de données publiques de l'État. Et à travers l'agence, le rôle de l'État, donc, en tant qu'actionnaire, se trouve renforcé pour accroître les richesses sociales, économiques des entreprises publiques et privées et réaliser des investissements structurants. On aura toujours besoin des entreprises publiques et privées pour soulager, pour créer la richesse, redynamiser le marché de l'emploi et pour augmenter la contribution publique, financière publique, dans les budgets de l'État. Bien sûr, il faut un contrôle même des dépenses étatiques et revoir la politique de dépenses des budgets de fonctionnement dans toutes les entreprises publiques et dans toutes les collectivités territoriales. Nabil Adel, dernier, en 30 secondes s'il vous plaît. Tout ce qui a été dit est bien intéressant, mais moi je retiens deux choses finalement. Audit, pure reddition des comptes. Ce ne serait pas finalement simplement la panacée? Encore une fois, le problème n'est pas dans le concept, mais dans son application et dans son applicabilité. Aujourd'hui, quand nous sommes dans la gestion publique, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on parle de reddition des comptes et d'imputabilité haute. Mais quand on arrive sur le terrain, vous avez des textes, vous avez une réalité, vous avez ce que j'appelle tout à l'heure le péché originel qui fait que vous, de toutes les manières, ça va être limité. Parce que vous avez une vocation. On mélange le service public avec la sphère marchande, c'est l'État, on ne peut pas aller trop loin dans la reddition des comptes, et puis il y a l'image, il y a un certain nombre d'équilibres qu'il faut maintenir. Et je peux vous assurer que si on revient, je me rappelle en 1995, quand la Banque mondiale avait fait son rapport sur le Maroc et sur la gestion de l'administration, aujourd'hui vous supprimez la date, vous lisez, vous avez l'impression qu'il parle d'hier. Donc c'est le système public lui-même quand il intervient dans la gestion économique, on ne peut pas lui faire de la reddition des comptes, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la reddition des comptes est réglée par le marché, c'est la faillite, et vous perdez votre capital. L'État, ce n'est pas possible. Okay. Merci. Donc, et si on fait des mécanismes de reddition, donc on va encore alourdir le schéma, recruter plus de monde, donc augmenter les impôts, donc augmenter le budget de fonctionnement pour un résultat qui, in fine, le même. Vous avez la Cour des comptes qui passe sa journée à sortir des rapports où elle pointe tous les gaspillages dans la gestion publique, et puis ça continue.
Chaque année, La c'est Cour pire des que comptes, l'année ça d'avant. manquait. Merci à vous. Je suis désolé de vous couper, c'est la fin du temps qui nous est gentiment imparti. Merci à vous, Mustafa Shahimi. Merci à vous. professeur Brahim Rachidi. Merci à vous aussi, Nabil Adel de Casablanca. Et merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.